Si vous ne me connaissez pas, donc je suis coach en nutrition et bien-être et fondatrice de Prier de Santé. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Catherine Piette. Bonjour Catherine. Bonjour Elodie. Donc voilà, c'est vraiment un honneur. Je te remercie donc de partager ces moments ensemble. Je vais te laisser de toute façon te présenter tout de suite. Eh bien, je m'appelle Catherine Piette et je suis coach en cuisine santé. C'est-à-dire que j'aide les gens à cuisiner mieux, plus efficacement, plus rapidement, parce que cuisiner maison, c'est la santé. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours et à quel moment tu as commencé à t'intéresser justement à cette cuisine santé? Écoute, en fait, je me suis toujours intéressée à l'alimentation parce que j'avais des parents qui adoraient cuisiner. Et ma mère cuisinait pendant la semaine, mon père cuisinait pendant le week-end. Moi, j'aimais bien manger. Dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire à manger un peu forcé. C'est pas parce que j'adorais, mais c'est parce que je voulais que ma mère me couse des vêtements. Et comme quand elle cousait, elle ne savait pas cuisiner, alors elle me disait, OK, mais c'est toi qui vas faire le riz, qui va cuire le riz, qui va préparer la sauce blanche, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Super, donc tu as vraiment été baignée dedans depuis toute petite en fait. Oui, à propos de la santé et de l'influence de l'alimentation sur la santé, ça a aussi été très jeune parce que ma mère était déjà là-dedans, elle était déjà intéressée par des régimes comme le régime macrobiotique ou l'influence de l'alimentation saine et bio sur la santé. Donc, elle avait des tas de bouquins qui dataient des années 60 et 70 quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc, j'ai lu très jeune des livres de médecins ou de théoriciens sur les relations entre les aliments et la santé. Super, merci. Donc, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi parce que je sais, enfin, moi, je te suis déjà depuis plus ou moins 1 an et demi et je sais que tu accompagnes beaucoup de familles, beaucoup de personnes à bien s'organiser en cuisine et je trouve que c'est un point vraiment important. Avant qu'on parle de cet aspect-là, qui est vraiment ton talent, j'avais envie de te poser une question. Donc, on a beaucoup de croyances en nutrition, en fait. Même moi, j'entends encore beaucoup de croyances. Quelles sont donc les trois croyances que tu entends le plus souvent? Alors, effectivement, une des croyances qui est la plus répandue, enfin, je veux dire, c'est une croyance que je vais détailler en deux points. C'est que le gras nous rend gras. Donc, première croyance, il faut arrêter de manger du gras pour arrêter de grossir et surtout pour mincir. Et moi aussi, je l'ai cru. Donc, même avec toutes mes connaissances, tous mes livres, je suis passée par là et j'ai fait des régimes amaigrissants sans gras, vraiment le moins gras possible. Et parce que je pensais que ça allait me permettre de perdre du poids. Effectivement, j'ai perdu du poids et puis j'ai tout repris. Mais j'ai tout repris parce qu'au moment où j'étais très mince, j'étais pas en bonne santé en fait. Et je me suis rendu compte que, il fallait manger du gras. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que c'est le sucre qui fait grossir. Donc, c'est un peu le deuxième point qui découle de ça. Et il y en a encore un troisième. Donc, les gens ne savent pas à quel point notre pancréas et la manière que nous avons qu'a le corps de gérer les sucres, c'est en faisant du gras, en fait. Et donc, ça, c'est toujours le grand étonnement quand je parle de ça. Et alors, le troisième point, qui est la troisième croyance, qui est aussi autour de ça, qui est très, très forte, parce que c'est encore très ancré par les médecins, c'est que le gras, c'est du cholestérol, quoi. Et qu'il n'y a que les huiles végétales qui sont saines. Et donc, je milite beaucoup pour la réhabilitation du beurre, du ghee, des graisses saturées comme la coco et même l'huile de palme, qui est évidemment très décriée parce qu'en alimentation, il y a non seulement des croyances,
Mais il y a aussi cette tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, ce que j'appelle comme ça, parce que quand on trouve quelque chose de mauvais, alors on va dire que cette chose est mauvaise entièrement. Il n'y a pas de nuance. Évidemment, avec les messages publicitaires, c'est difficile d'avoir de la nuance. Quand on veut vendre des margarines Benecol, on ne va pas commencer à dire oui, mais il y a du gras industriel saturé qui est dégueulasse et il y a du bon gras saturé. Non, on met tout dans le même sac et on vend du Benecol. Ou bien quand on veut vendre des biscuits sans graisse de palme, on va dire ben, toute la graisse de palme est mauvaise. Alors que c'est pas vrai. C'est un aliment ancestral. Donc voilà, ça c'est trois des principales croyances contre lesquelles je me bats. Disons que j'essaye de remettre l'église au milieu du village, même si j'aime pas trop le terme d'église, mais en tout cas de resensibiliser les gens à la nuance. Tout à fait, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est vraiment aussi faire la part des choses entre une alimentation naturelle finalement, puisque c'est tous des aliments bruts, les bonnes graisses qui sont vraiment non transformées, parce que souvent les études ne sont pas objectives non plus par rapport à ça. Oui, parce que les études sont payées par des laboratoires ou des grandes sociétés d'agroalimentaire. Donc, du coup, il faut toujours regarder qui est le commanditaire de l'étude avant de se demander si l'étude est valable. Tout à fait. Merci. Alors maintenant, on va parler vraiment de ton grand talent, c'est vraiment de s'organiser en cuisine. Et tu as d'ailleurs une méthode vraiment infaillible pour ça qui s'appelle la méthode placard. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Et si tu veux bien aussi nous partager donc 3 secrets justement pour bien s'organiser en cuisine. Eh bien, écoute, avant de dire que c'est mon talent, je vais expliquer que ça ne l'était pas du tout en fait au départ. Que, bon, bien sûr, j'avais un métier dans la production télé qui demandait à ce que je sois assez organisée, planificatrice, etc. Mais je ne possédais pas cette compétence en cuisine. Ce n'est que lorsque j'ai changé de vie et que j'ai décidé d'aller vers ma passion pour l'alimentation qui date, comme tu l'as entendu, de l'adolescence, eh bien, par rapport à ça, après 23 ans de production dans la télé, je décide d'ouvrir un restaurant et de cuisiner. Dans ce restaurant, ben, je me retrouve d'abord à cuisiner pour 40-60 personnes par jour. Et effectivement, là, je me dis, ben, ça doit être possible si je ne fais pas trop de plats, si je ne fais qu'une soupe, s'il n'y a pas de carte tout, au tableau. Donc, ça ne va pas être trop compliqué pour moi. Mais surtout, quelques mois après l'ouverture, je me retrouve avec le canal carpien enflammé des deux côtés. Et donc, je suis dans l'impossibilité, vu les finances de la boîte, d'engager de l'aide. Et je dois faire moins, avec moins de force et moins de capacité de travail, je dois faire autant de cuisine qu'avant. Parce que sinon, bah, c'est la faillite et on met la clé sous le paillasson et on n'a même pas eu l'occasion de montrer ce qu'on pouvait faire. Et donc, à ce moment-là, ben, je me replonge dans mes bouquins de cuisine et il y en a bien peu qui traitent de cette matière, mais n'empêche que Tati Loers, Mercotte ou une autre inconnue qui s'appelle Marie Delcourt, je ne dis pas que les autres sont inconnues, mais Marie Delcourt l'est assez bien, un professeur d'université qui a écrit ce livre dans les années 40. On parle de la manière de s'organiser, d'anticiper, de faire des choses en plus grande quantité à l'avance pour s'en servir sur plusieurs jours. Et alors, c'est le déclic. Et je me dis, mais moi, je vais me servir de ce que j'apprends là, je vais rassembler tout ça et je vais le tester pour voir si ben, ça ne m'allège pas la tâche et que ça ne me permet pas effectivement de travailler moins, de cuisiner moins, mais d'en faire tout autant, c'est-à-dire 40 à 60. Et effectivement, ça marche et j'obtiens des automatismes et j'affine ma méthode aussi. Je travaille
en scindant les recettes sur plusieurs jours, je congèle des parties, etc., pour assembler tout ça à un certain moment. Et donc, je m'aperçois une année ou deux après, lorsque j'en discute avec des professionnels, que ça s'apprend en école de cuisine, que ça s'appelle la mise en place, et que, eh bien, moi, j'ai un peu réinventé ça. Et évidemment, après la fermeture du restaurant, ben moi, et même pendant, j'ai importé ça à la maison pour 3, 4 personnes parce que tout le monde ne se trouve pas aux prises avec des repas pour 50 à 60 personnes par jour. Mais n'empêche que la méthode, elle fonctionne, qu'on soit tout seul ou qu'on soit 6 ou 7 à table, c'est vraiment impeccable. Alors, en quoi consiste cette méthode finalement? Eh bien, simplement, je l'ai appelée la méthode Placard parce que Placard, c'est un acronyme qui permet à mes clients de se souvenir que c'est prévoir, préparer, lister des aliments à combiner, assembler, réserver, c'est-à-dire mettre de côté et déguster. Donc, Placard, ça veut dire qu'en fait, on va créer des bases ou, si tu veux, des restes anticipés. Donc, au lieu de dire, tiens, je vais faire aujourd'hui, je vais cuire 2 poireaux hein, parce que je suis toute seule et quelques pommes de terre et me cuire mon petit morceau de poulet, eh bien, je vais me faire un poulet entier, je vais me cuire beaucoup de pommes de terre et je vais faire la botte de poireaux entière. Alors, je ne vais évidemment pas manger tout ça à mon repas ou même si on est deux, on ne va pas du tout manger toute cette quantité de nourriture, mais cette quantité de nourriture, ça va être une base qui est déjà prête dans le frigo pour le lendemain. Alors j'ai des petites astuces parce que évidemment les pommes de terre refroidies, si tu veux en faire une purée le lendemain, ben, ça ne marche pas terriblement bien. Il vaut mieux faire la purée au moment où les pommes de terre sont encore chaudes, par exemple, et la réfrigérer après. Les poireaux, ça tient très bien comme ça. Et le poulet, ben, ça va être une base. Le poulet va être déjà cuit, les poireaux vont être déjà cuits, la purée sera prête. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Même si je peux même déjà le faire avant de le réfrigérer, c'est de me dire, tiens, ben, le restant du poulet que je ne vais pas manger, je le coupe en morceaux, je le mets dans le fond d'un plat à gratin, je mets le reste de poireaux sur le poulet, et puis je mets la couche de purée de pommes de terre sur le dessus. Et voilà un gratin parmentier que je ne suis pas obligée de manger le lendemain parce que j'aurais l'impression de manger 2 fois du poulet, des poireaux et des pommes de terre, mais peut-être le surlendemain, ou qui sait, je congèle pour la semaine prochaine. Donc voilà, en quelques mots, la méthode Placard. Mais c'est génial parce qu'en plus, tu évites le gaspillage. Ça évite vraiment aussi le gaspillage et on utilise tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super. Oui, et les personnes qui l'utilisent, j'ai encore eu un témoignage hier vraiment très sympa. Elle me dit, avec ça, effectivement, je suis poussée et comme autorisée finalement à valoriser les restes. Et donc, elle me racontait comment elle avait fait voyager un plat de saucisses. Depuis, il y avait eu les saucisses le premier jour, le deuxième jour, elles avaient été coupées en petits morceaux, le troisième jour, elles avaient été hachées dans une sauce tomate. Et donc, finalement, un plat de base avec cuit une fois, et elle me dit, mais j'arrive, je réchauffe, en 20 minutes, j'ai un repas, c'est trop génial. Et c'est vraiment le but. Oui, c'est ça. Mais c'est génial parce que ça permet aussi d'être serein en cuisine et de pouvoir cuisiner soi-même, mais sans, parce que c'est toujours le stress, je pense. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui disent, mais j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de manger sainement, ça prend du temps. Mais avec cette méthode-là, ça permet d'être plus serein et de pouvoir cuisiner soi-même aussi. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je l'ai mise à disposition des gens. Parce que quand j'ai quitté le restaurant en me disant, mais moi j'en ai marre de seulement pouvoir donner à manger à 50 personnes par jour, tandis que je pourrais apprendre à beaucoup plus de gens à cuisiner eux-mêmes. C'est un peu l'histoire, donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Donc je me dis, c'est quand même beaucoup plus malin d'apprendre aux gens à cuisiner eux-mêmes. Mais ce que je n'avais pas mesuré, c'était cette question du temps, alors qui peut être une excuse, mais qui est souvent une réalité dans la vie des gens.
qu'ils ont peu de temps et ils ne sont pas habitués à réfléchir de cette manière. Et donc, si je pouvais donner 3 premiers secrets ou conseils pour s'organiser, évidemment, ça paraît bête, mais il y en a encore tellement qui ne le font pas, c'est de faire une liste de courses. Alors, qu'est-ce qui est en premier? Est-ce que c'est le menu ou est-ce que c'est la liste de courses? Et finalement, ta liste de courses, elle peut aussi devenir un menu. Hein, ça peut aussi être la liste des bases que tu vas avoir dans ton frigo à disposition pour ta semaine et dans lesquelles tu vas piocher de manière séquentielle, c'est-à-dire que tu vas d'abord manger une partie du gros paquet que tu as fait et puis congeler une portion pour la semaine d'après et utiliser la suite. Donc, c'est un petit peu à réfléchir, mais ça veut dire qu'au lieu d'acheter 3 protéines ou 4 protéines différentes, végétales ou animales sur la semaine, en fait, tu n'en fais que 2, que tu vas remanger sous une autre forme. Et puis, la semaine d'après, tu prendras d'autres protéines. Comme ça, tu auras quand même une rotation et une variété qui est importante pour ton assiette. Alors, donc, faire ta liste de courses comme si c'était finalement la liste des bases que tu veux retrouver dans ton frigo. Et surtout, surtout, avant d'aller faire les courses, ouvre ton placard et regarde ce que tu as déjà dans ton placard parce que ben, vous êtes nombreux, hein, les clients, à me dire ah oui, mais moi j'ai racheté 3 paquets de riz, 2 paquets de quinoa, je ne savais plus quand je suis allée au magasin si j'avais encore des lentilles. Et voilà. Et alors, le frigo, le congélateur en dessous du frigo ou au-dessus, c'est la même chose. Parce que là, c'est encore pire. Dans un placard, on voit encore bien les paquets de riz, etc. Enfin, sauf s'ils sont derrière les autres. Mais dans un congélateur, c'est tout froid, c'est tout gelé, on ne voit plus l'étiquette. Enfin, on a oublié de mettre une étiquette. Et donc, il faut aller régulièrement voir parce que ce qu'on ne voit pas, on l'oublie. Donc, loin des yeux, loin du cœur. Donc, le fameux parmentier poireau poulet que tu as préparé, eh ben, tu risques de l'oublier assez vite. Donc, avant d'aller faire les courses, vérifier s'il ne faut pas vider des. Aussi, ça te donne des idées. En disant, tiens, bah, au lieu, je pensais faire du couscous, je devais en racheter. Non, je vais terminer le boulgour qui est là, et voilà quoi. Donc, c'est à la fois économique et ça t'évite d'oublier des choses. Voilà. Tout à fait, c'est super. Alors, je n'ai donné que 2 trucs, je pense. La liste, Oui. où est les placards. Alors, le troisième, ben, c'est justement à propos du congélateur. Donc, congeler, ben, mettre les étiquettes, c'est une bonne manière de faire. Alors, voilà, moi, j'ai ça, ce type de scotch-là, et un bête bic comme ça suffit. Parce qu'on écrit, je mets ça sur les boîtes ou sur les bocaux ou sur les plastiques. Parce que j'utilise encore du plastique. Une fois que mes aliments sont froids, refroidis, c'est pas très grave. Et ça me permet de noter ce qu'il y a dessus, le poids, la date. Et je portionne. Donc, en fait, en général, j'utilise des petits sachets plastiques ou des petites boîtes et je ne mets qu'une ou 2 portions. Je ne fais pas des gros plats. C'est rare que, effectivement, je congèle tout un parmentier. Je fais plutôt 2 petites portions parce que ici dans la famille, ces plats-là, ils servent surtout quand moi je suis pas là. Donc, bah, ils sont 2, donc je les sors et voilà. Mais à chacun, comme c'est à vous de réfléchir à ce qui est le plus utile pour vous, évidemment. Hein, voilà. Ou à toi de réfléchir ce qui est plus utile pour toi. Oui, voilà. Voilà. Oui, c'est ça, c'est en fonction du nombre de personnes, etc. Mais en tout cas, merci pour ces super conseils, c'est très précieux. C'est vrai que la petite étiquette, là, je vais y penser parce que moi, ça m'est déjà arrivé de dégeler voilà, un aliment et je pensais que c'était celui-là, mais c'était complètement autre chose. Donc voilà. Alors, j'avais envie de te demander aussi parce que donc moi donc l'alimentation santé est très importante pour moi, mais il y a aussi l'aspect bien-être qui est essentiel. Et je voulais te demander si tu avais des rituels bien-être. Alors, j'ai un rituel qui m'a énormément aidé, qui m'aide toujours d'ailleurs, c'est les 3 pages du matin. Donc ça, c'est Julia Cameron qui a un livre sur la créativité qui parle de ça et qui, d'ailleurs, il y a 2 trucs chez elle que j'utilise.
régulièrement. Donc c'est ces 3 pages du matin, ça veut dire entre mon lever et ma première boisson, j'écris. Et j'écris n'importe quoi, en fait. Ce qui me passe par la tête, ce que je viens de rêver, le truc qui s'est passé hier soir, qui m'est resté en travers de la gorge, ce que je vais faire dans la journée. Enfin, j'évite en général, je préfère avoir une feuille sur le côté. Je ne veux pas que mes 3 pages tournent à la liste à faire. Et donc voilà, c'est une espèce d'exutoire comme ça. C'est pas toujours facile d'écrire les 3 pages d'ailleurs. Ou parfois, après 3 pages, on est frustré alors qu'on était bien parti. Mais c'est l'exercice, c'est 3 pages. Voilà, ça c'est une première chose. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'avais faites dans ma vie. J'ai ce rituel depuis à peu près 6 ans, je crois maintenant. En fait, tout ce que j'ai fait depuis 6 ans, tout ce que j'ai réalisé comme projet, etc., ça s'est retrouvé en germe dans ces pages. C'est assez étonnant. Il ne faut pas spécialement les relire, hein, mais je me rends compte que je me suis confiée à ces pages comme ça. Le deuxième rituel qui vient de chez Julia Cameron, c'est pas un rituel, c'est plutôt une habitude que j'ai dû prendre. Comme moi, j'ai travaillé à la télé, à l'information au début de ma carrière, j'étais une info addict. Et donc, j'écoutais, tous les matins, j'écoutais la radio et les journaux de la chaîne radio. Je regardais beaucoup la télé, les journaux. Je lisais 2 journaux par jour. Et donc là, je n'écoute plus la radio le matin. J'ai vraiment fait une espèce de ce qu'elle appelle un jeûne médiatique. Et c'est très bon pour le calme. Je garde juste des alertes infos sur mon téléphone. Et ça, je m'en félicite parce que je pense que c'est grâce à ça que je ne me suis pas retrouvée dans le métro lors des attentats il y a 1 an à Bruxelles, parce que j'ai vu qu'il y avait eu un attentat et je me suis dit, je ne prends pas le métro. Je devais le prendre. Donc, je pense que, bon, ça, je suis contente d'avoir gardé. Mais sinon, ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment calmée. Et un truc qui me calme aussi, ben, c'est la respiration en cohérence cardiaque. Et donc, ça, c'est un truc que je donne à tous mes clients. Voilà. Oui, c'est très puissant. Hein. Mais, ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Et tout ce que tu dis là, je pense que ça permet vraiment de libérer l'esprit aussi et de faire revenir aussi cette créativité que souvent on met de côté. Donc, c'est très puissant. Merci beaucoup en tout cas pour le partage. Alors maintenant, je vais te poser 3 petites questions un peu express. Donc, la première question, c'est quel est ton petit déjeuner préféré? Eh bien, je l'ai mangé ce matin. Mon petit déjeuner préféré, c'est 2 œufs sur le plat avec des fines tranches de lard et un légume. Aujourd'hui, c'était du chicon braisé. Voilà, délicieux. Réponse express. Délicieux, parfait. Alors, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Eh ben, je suis plutôt salée. Même si au départ, j'étais une personne à la glycémie instable et que j'étais très, très sucrée. Mais le fait de manger des petits déjeuners salés, ça m'a libérée de ça. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi, ça transforme complètement la glycémie et ça la stabilise pour toute la journée. Et la dernière question, donc express, c'est quels seraient les 3 aliments que tu emporterais sur une île déserte? Alors, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes comme question. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me dis, ah non, non, ça fait de matière grasse. Non. Bon, écoute, après, je me suis dit, tant pis. Donc, j'adore, moi, la saveur épicée. J'adore le curry thaï, le curry vert. Je suis une fanat du curry vert, qui est un mélange de coriandre, d'ail, de gingembre, ouais, en priorité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que. Il y a du piment, évidemment, mais c'est un curry assez doux, même s'il pique en arrière-fond. Et donc, l'autre chose que je prends avec moi, c'est du tabasco. Voilà, le tabasco, on a l'impression que c'est une sauce industrielle, c'est vrai, c'est une production industrielle. Mais en fait, c'est simplement du vinaigre avec des fermenté avec des piments. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une sauce qui est à la fois pimentée et acidulée. Et la troisième chose, c'est du beurre ou du ghee. Voilà. Du ghee parce que j'aurais pas de frigo pour garder le beurre. Tout à fait. Merci. Alors,
j'avais envie de te demander quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors, le livre qui m'a le plus marqué, je vais faire un petit, voilà, donc je suis une grande lectrice et ça, ce ne sont que les livres destinés au boulot. Moi, j'ai encore une autre bibliothèque en haut pour les romans. Et j'ai cessé il y a quelques années d'en acheter. Donc, je suis une grande rate de bibliothèque, comme je dis, et même sur le net, parce que ma bibliothèque, elle permet qu'on emprunte des livres via la liseuse. Donc, je suis tout le temps, tous les 2 jours dans ma bibliothèque de près. Mais pour rester dans le thème de notre entretien, il y a un bouquin qui m'a énormément marqué. Alors, je ne sais pas si on le voit et si on le voit à l'endroit. C'est Barbara Kingsolver. Alors, c'est un auteur américain, une auteure américaine. Et alors, je ne savais pas, mais donc c'est une dame dont j'appréciais énormément les romans, qui sont toujours atteintes écolo, comme ça se passe aux États-Unis, avec des personnes qui reviennent à la nature ou qui mènent des combats écologiques, etc. C'est toujours en lien avec la nature. Donc j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait comme roman. Et puis j'ai un jour vu ce livre et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est le retour à la terre de cet auteur et de sa famille. Et ils ont décidé pendant 1 an de vivre en autarcie avec uniquement ce qu'ils cultivaient sur leur terrain dans les Appalaches. Et c'est vraiment extra parce que c'est un livre écrit à 2 mains, même 3 mains, avec leur fille aînée, la cadette s'occupant du poulailler et les expériences de la cadette sont aussi relatées. L'aîné s'occupe des recettes et le père a fait tous les chapitres sur mais justement la manière dont les aliments font des trajets entre leur lieu de production, le lieu où ils sont manufacturés et le lieu où ils sont consommés. Voilà, par exemple, le muesli, hein, on se dit, on voit un paquet de muesli, on ne se rend pas compte. Dans le muesli, il y a peut-être une dizaine d'ingrédients, ça vient de 10 endroits différents, dans une usine, et puis ça repart dans... Bon, évidemment, les États-Unis étant un territoire géant, c'est d'autant plus prégnant là-bas. On sait que la Californie, c'est le grenier, enfin, c'est plus que le grenier, c'est vraiment le jardin des États-Unis. Tout est cultivé là-bas, mais ça fait des milliers de kilomètres des Appalaches. Donc ça m'a vraiment, ça a nourri en tout cas ma réflexion sur le locavorisme. Voilà. Merci, c'est Alors, très intéressant. attends, c'est pas tout parce que j'ai outrepassé tes règles, j'en ai préparé plusieurs. Alors celui-là, je le montre à toute personne. Ce n'est pas le seul que je possède sur le sujet. Je le montre à toute personne qui me dit, ouais, mais dis tout ton beurre là. Moi, mon médecin m'a dit que j'avais trop de cholestérol. Donc je dis, tu vas d'abord lire ça ou aller lire le blog de ce monsieur. Beaucoup d'articles très intéressants. J'aime bien ce monsieur parce qu'il est cardiologue et chercheur au CNRS, qui a envie de dire oh non, mais c'est pas sérieux parce que bon, ben, il y a tout ici dedans hein, de Tati Lowers. Mais Tati, bah, elle est juste journaliste, profane, curieuse, on va dire, courtière en régime comme elle s'appelle. Et donc, on peut toujours dire que, bah oui, elle est peut-être allée trouver des études sur le net un peu bizarres. Donc, Michel de Lorgeril, c'est un médecin. Et il a fait des études concernant justement l'alimentation et les maladies cardiovasculaires. Et on ne peut pas l'accuser d'être à la solde de qui que ce soit. Ben justement, il est à la solde de personne. Voilà. Super. Mais écoute, je pense que ce livre, il me tente bien aussi. Merci pour ton partage en tout cas. Alors, je vais juste te demander, donc te poser une dernière question, simplement, si tu as encore quelque chose à dire ou des conseils à donner pour une vie saine, heureuse, voilà, tes derniers conseils. Bah écoute, c'est large parce que je pense que chacun doit un petit peu trouver sa voie. Mais c'est sûr que au fil des rencontres et des discussions que j'ai avec soit des clients, soit des mentors, c'est sûr que si on n'a pas la santé,
Et si on est épuisé, qu'on dort mal, qu'on a tout le temps mal parce qu'on a mal au ventre, on a mal partout, je remarque que c'est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus courageux les personnes qui restent des soleils en étant dans cet état-là. Et finalement, je me dis, c'est tellement simple de bien s'alimenter et de s'alimenter non pas en... C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de bien s'alimenter. Il suffit juste de remplir son frigo avec les bonnes choses. Voilà, il ne faut pas se mettre au cru spécialement, il ne faut pas se mettre aux graines germées spécialement, il ne faut pas commencer à manger que des légumineuses ou végétariens, non. Il faut juste acheter les meilleurs produits possibles. Et tout ce que vous achetez, l'achetez dans la version, comme l'appelle Tati, ressourçante. Parce que ça, déjà ça va augmenter votre santé d'un palier ou deux paliers, dépend où vous vous trouvez, parfois même de 3, 4. Et la joie de vivre, elle vient avec l'équilibre alimentaire, parce que qui est bien nourri a une bonne digestion, qui a une bonne digestion a une bonne humeur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut conseiller tel ou tel philosophe pour apprendre le bonheur. Hein. Il y a des tas de livres, des tas de philosophes, des tas de cours, de doctrines, tout ce qu'on veut. Mais voilà, d'abord bien manger. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est faire des meilleurs choix aussi. Et je crois que c'est important aussi d'être à l'écoute de son corps. Et comme tu dis, le bonheur, il vient aussi de l'intérieur. Et donc, Oui. voilà, tout à fait. Mais merci beaucoup en tout cas, Catherine. Ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. N'hésite pas donc maintenant peut-être à nous dire où on peut te retrouver. Je mettrai tous les liens sous la vidéo. Oui, bah écoute, j'ai un site avec un blog, des recettes. Le site est à mon nom, catherinepiette.be, catherine-piette.be. Il y a aussi une chaîne YouTube, une page Facebook et où il y a avec beaucoup d'interactions, où je partage beaucoup d'articles. Donc, bah, venez me retrouver, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup, Catherine, à toi. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce moment et je vous dis donc à très très vite. Merci. Au revoir, Catherine. Au revoir, Elodie. Merci.